Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Christian Léon, DG d'Ericsson France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, au menu de l'émission, une première séquence, David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une start-up et vous allez parler de vos sujets en commun. Ensuite, on aura l'interview en coulisses, où vraiment on va plutôt parler de quotidien et des différents moments de ta vie de dirigeant. Oui. Et on terminera par l'interview chrono, qui, comme son nom l'indique, est une série de questions-réponses très rapides. Allons-y. C'est parti. Et maintenant, on passe à la séquence David rencontre Goliath. Et la start-up qui va te faire face, c'est Piconto, donc une solution qui digitalise les opérations et instructions de travail. Donc je suis ravie d'accueillir son PDG, Emmanuel Toulis. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors déjà, qui est David, qui est Goliath? Tu m'as fait la blague en antenne, mais bon. Oui, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais bon, d'un point de vue business, voilà. Il n'y a pas photo. Bon, écoute, est-ce que tu peux me dire, Emmanuel, qu'est-ce qui se cache déjà un peu derrière, parce que j'ai dit opération, instruction de travail. Est-ce que tu fais? Oui, tout à fait. Piconto, c'est une solution SaaS qui est à destination des industriels pour digitaliser leur savoir-faire de production et de maintenance. On a pour vocation de remplacer tous les tonnes de papier, les classeurs papier qui sont obligatoires dans les usines. Quand on a une certification qualité, on doit mettre en place des procédures et des modes opératoires pour décrire ces processus. On remplace en fait tout ça en donnant une plateforme qui permet d'utiliser le multimédia, l'interactivité, pour que ces modes opératoires deviennent plus un centre de coût, mais un réel centre de profit pour pouvoir former les opérateurs en autonomie et les assister en fait au quotidien, donc dans les tâches de maintenance et dans les tâches de production. Donc voilà, on a suivi un peu la même chose que les recettes de cuisine. Il y a 15 ans ou 20 ans, c'était du texte. Il fallait déjà être un expert pour pouvoir faire des gâteaux. Aujourd'hui, on a des équipements qui pèsent à notre place, qui vont nous guider pas à pas. On fait exactement la même chose avec les modes opératoires. On vient juste se connecter aux machines, aux équipements en temps réel, rajouter l'IA, rajouter toute la partie réalité mixte. Donc on arrive vraiment à guider pas à pas et à faire des tâches à des opérateurs qui ne sont pas forcément formés, donc qui peuvent se former en autonomie. Exemple là, de 2-3 tâches, par exemple? Alors par exemple, ça peut être de la fabrication des avions chez Airbus, tout simplement. Donc toutes les aérostructures, par exemple, sont fabriquées avec Piconto. Ça peut être pour la Marine nationale des tâches d'expertise à distance entre les différentes bases, donc avec des checklists et avec l'utilisation de la télémaintenance, qui est un module de Piconto. Et ça peut être chez un très grand groupe chimique, des checklists de maintenance et des checklists de démarrage de production, tout simplement, donc de lignes complètes. Est-ce que tu connaissais Piconto avant? Non, mais on vient juste de se présenter. Les cas d'usage sont vraiment intéressants. En fait, ce qu'on voit, c'est... en fait, nous, on adresse d'un point de vue Ericsson l'aspect connectivité dans les industries avec de la 5G, de la 4G. Mais en fait, on voit aussi en fait, des expertises en termes d'intégration sur des verticaux. Et derrière, en fait, cette plateforme qui permet de connecter les cas d'usage et avec de la connectivité, je pense que c'est essentiel dans les industries pour apporter ces solutions concrètes. Franchement, enfin, c'est du concret, ça fonctionne, c'est en production et ça c'est important. C'est pas des trials. Ouais. Tout à fait, ça fait 10 ans qu'on existe et maintenant, enfin par exemple Airbus c'est plus de 4 années. Mais on a aussi besoin de vous. Alors nous on vous connaît un peu puisqu'on utilise certains de vos produits avec votre marque Cradlepoint. C'est Bouygues qui nous avait mis en relation. Et pour nous c'est très important puisque pendant des années on a mis beaucoup d'argent dans notre roadmap pour pouvoir permettre à nos clients de travailler en totale autonomie et d'être déconnectés des réseaux. Mais aujourd'hui avec les usages modernes, on a parlé de l'intelligence artificielle ou de la réalité mixte, on est obligé d'être connecté dans les usines. Et si on veut une connexion outdoor, indoor qui soit efficace, il faut des produits en fait pour nos clients qui permettent de le faire. Donc ce partenariat avec Cradlepoint sur la Marine nationale, par exemple, permet du coup d'amener cette connectivité un peu partout dans l'usine, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui permet du coup d'élargir complètement les cas d'usage qu'on traite avec Piconto. Pour l'intelligence artificielle, on ne peut pas embarquer ça dans une tablette, il faut des serveurs puissants et il faut à un moment donné un canal entre les deux et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Bien. Il y a un autre aspect, donc il y a on va dire la connectivité avancée, justement pour transférer énormément de données entre l'utilisateur et puis on va dire le edge. Mais il y a aussi l'aspect sécurité, il y a l'aspect être capable de livrer le service quoi qu'il arrive dans des situations, dans des contraintes industrielles. Et c'est là où on apporte de la 5G typiquement qui a été conçue pour ce type de cas d'usage. Et aujourd'hui, tout le monde veut un peu sa 5G privée dans les entreprises ou pas? Alors, les clients commencent à être conscients qu'avoir un réseau efficace et sécurisé
c'est important. Et aussi que le fait de pouvoir avoir de la 5G hybride, donc soit complètement privée, soit hybride, et de pouvoir couvrir le outdoor et l'intérieur et l'extérieur pour parler français, c'est quelque chose qui est quand même sans rupture. C'est quelque chose qui est assez avancé. Donc l'idée vraiment intéressante pour eux, c'est d'amener cette connectivité avec quelque chose de différent que le Wi-Fi, qui est quand même assez limité aujourd'hui. Tu confirmes ? Je confirme. En fait, il y a les cas d'usage, on voit les deux. En fait, il y a une notion de résilience, une notion de sécurité, où c'est vraiment un réseau privé, ou un réseau hybride, ou un réseau virtuel. Il y a aussi une notion de temps pour apporter en fait la solution, avec on va dire une tranche hybride. On peut apporter cette connectivité très rapidement. Quand les cas d'usage évoluent, on a besoin on va dire de situations plus extrêmes en termes de connectivité. À ce moment-là, on peut passer en réseau privé. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Je vous confirme ce que tu disais. Ouais. Il y a des nouveaux usages, nouveaux besoins là, de la part peut-être de vos clients là, qui émergent. Oui, alors il y a une grosse tendance de fond sur les outillages connectés. Par exemple, les visseuses connectées pour justement, encore une fois, diminuer le risque d'erreur. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on disait sur les recettes de cuisine, c'est de s'arrêter, de pouvoir directement, au fur et à mesure d'un déroulé opératoire, on est en train de monter des pièces dans un avion, de serrer au couple avec le bon couple, donc de pouvoir directement de l'instruction et de la tablette aller envoyer le couple à la machine. La machine va pouvoir serrer au couple et récolter de la part de la machine toutes les données qui vont permettre de faire du rapport automatique, de l'amélioration continue, mais aussi tout simplement du rapport quand on est, pour pouvoir livrer la pièce finale. Donc ça, c'est une grande tendance de fond. Et l'intelligence artificielle aussi, nos clients aimeraient bien pouvoir avoir des chatbots un peu partout qui les aident et qui font tout seuls. Restent les problèmes de sécurité, puisqu'on en a parlé, la cybersécurité, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT qui est à la mode, qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on envoie comme données propriétaires du client tout simplement chez OpenAI. Ça, c'est vraiment des aspects qui sont très importants et sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de choses qui existent en Europe et en France. Donc il y a vraiment ce besoin important. Je pense que les aspects privés aussi emmènent dans l'industrie des choses intéressantes. Reste la limite de la sécurité, de ce qu'on va pouvoir faire, réellement avec ces données. Pareil sur l'IA. Alors pour l'IA, je pense que dans l'usage de l'IA dans un secteur industriel, en fait, de faire tout le processing au niveau de l'utilisateur, c'est hors de prix, en fait. Il y a beaucoup trop d'informations à gérer et à processer. Et donc l'intérêt, c'est justement d'avoir cette connectivité et de faire le processing au niveau dans l'entreprise, au niveau de l'edge. L'IA, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on utilise de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est justement les large language models qui ont été, donc le ChatGPT, donc c'est une des variantes. Ça devient intéressant en termes d'assistants. Par contre, le besoin en connectivité, les cas d'usage que vous apportez, alors là, c'est un effet, on va dire, démultiplicatif. Ouais. Oui, on pourra l'intégrer, vous allez l'intégrer, j'imagine. Oui, tout à fait. La vision dont vous parlez, l'IA sur l'analyse d'images existe déjà depuis longtemps. Nous, ce qu'on essaie d'amener aujourd'hui, c'est d'utiliser justement les modèles modernes pour pouvoir les transposer dans des tablettes. Ne plus avoir des équipements lourds avec des PC en edge, comme tu le disais, en bord de ligne, avec des caméras fixes et des usages qui sont limités. De ramener ça sur les tablettes, mais du coup, de déporter tous les calculs dans des centres de data qui sont plus éloignés. Et du coup, là, on a besoin de transmettre la data entre les deux de façon sécurisée, avec des flux importants. Et on a besoin d'efficacité dans les communications. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous pour l'invitation. Bienvenue dans l'émission. Et tout de suite, on passe à la séquence en coulisses. Alors, tu as commencé ta carrière comme ingénieur télécom. Oui. Est-ce qu'un ingénieur, ça fait un bon DG ? Est-ce qu'un ingénieur, ça fait un bon DG ? Au moins, un ingénieur comprend dans le milieu de la high-tech, on va dire, les fondamentaux de ce que les équipes font. Donc ça aide. Je pense qu'aussi un profil ingénieur, ça a permis de comprendre les chiffres. Donc, quand on commence à regarder, on va dire, un profit and loss, quand on regarde les résultats d'exploitation, etc., je pense que ça aide d'avoir un background de chiffres. Mais non, c'est loin d'être garanti qu'un ingénieur va devenir un bon DG. Et après, il faut aller avoir un petit peu quand même la fibre commerciale, un peu pour compléter, avoir un profil... Je pense que pour compléter, il y a le côté humain. Je pense qu'il y a quand même l'aspect, on va dire, de relation avec les équipes, de gestion des équipes, on va dire de leadership. Et puis après, oui, il y a le côté aussi, on va dire, plutôt vendeur, capable d'expliquer en fait les fondamentaux. Ouais. Alors avant de parler de ton expérience Ericsson, je vais rapidement parler de ton passage dans la marine française, parce que c'est assez atypique quand même. Comment est-ce que tu as atterri là-bas ?
Alors en fait, pour en revenir à l'école d'ingénieur, en fait, il y avait une passerelle en sortant d'école d'ingénieur où on pouvait passer. Donc j'ai passé quelques mois à l'école navale à Brest pour justement avoir un équivalent avec un diplôme d'officier de navigation dans la marine nationale. Après, j'ai signé un contrat court de 2 ans. En sortant de l'école, j'ai eu un poste sur une frégate à Tahiti pendant 1 an et demi. Donc voilà, c'était très bien. Oui, dans le Pacifique. Voilà. Plutôt sympathique, ouais. Et donc, après, plusieurs expériences, mais là, je voulais vraiment m'arrêter sur ton rôle de dirigeant chez Ericsson, qui date, alors tu as été nommé le 8 juin 2023. Oui, c'est un petit peu récent, oui. Voilà. Mais alors, est-ce que tu te souviens un peu la première chose, peut-être, une des premières décisions que tu as faites depuis que tu as été nommé ? Alors, donc, c'est effectivement très récent. La première décision, c'est de changer en fait la façon dont je communique avec les équipes, des choses très concrètes. Par exemple, donc on rassemble les équipes dans une salle, c'est de ne pas mettre en fait un piédestal ou de ne pas mettre... c'est de rester à hauteur des équipes, d'être assez fluide dans le type de communication. Et ce qui me correspond en fait, c'est la façon dont j'ai géré mes équipes dans le passé. Et voilà, c'est des choses concrètes au jour le jour, d'avoir un style de communication différent. C'est quoi ce style de communication ? C'est direct, c'est franc, c'est bon. Il y a des fois il y a des nuances, mais ça reste assez au contact. Voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre avec mes équipes. Et il faut combien de temps pour qu'un DG là, qui arrive, qui prend un nouveau poste, soit à l'aise dans son... Je pense que dans tous les cas, si j'en juge par rapport à mes postes précédents, il faut être toujours capable de se dire il y a des choses que je ne connais pas et il y a des choses qu'il faut que je continue d'apprendre. Donc je ne pense pas qu'on arrive à un moment où c'est fait. Je connais tout le périmètre du poste. En rentrant sur le poste, en fait, j'ai eu des personnes pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé avec Ericsson, où on a fait le point, où on s'est dit, et je me suis dit, voilà, ces compétences, je les ai, ces compétences, je les ai pas. Et où aller chercher du support pour justement apprendre. J'ai été assez aussi transparent, il y a des sujets, pour le coup, financiers. J'ai pas du tout l'horizon pour comprendre les détails. Et voilà, j'ai des personnes qui m'aident au jour le jour pour m'expliquer, pour prendre le temps, et voilà, qui sont patients avec moi. Voilà. Oui, il y a un comité de direction qui est là pour ça aussi. Oui, exactement, mais après, il faut aussi avoir l'écoute et il faut être quand même capable de se dire, je ne le sais pas, et puis, merci de me l'expliquer. Alors, tu couvres aussi pas que la France, en fait. Oui. Tu couvres la Belgique, le Luxembourg, l'Algérie, la Tunisie. Alors, est-ce que tu répartis ton temps entre tous ces pays ? Comment tu organises ça ? Oui, alors, comme tout, alors là, pour le coup, c'est mon côté ingénieur. Il y a un fichier Excel avec un objectif de répartition de mon temps entre les différents pays, entre les différentes catégories de sujets. À l'origine, en fait, je m'étais dit, j'avais en fait réparti mon temps en fonction des pays. J'y suis pas vraiment, mais l'idée, c'est effectivement de passer du temps dans chaque pays, au contact avec mes équipes. Ouais. Ouais. Et la Suède, parce que c'est quand même une entreprise suédoise. Oui. Est-ce que d'ailleurs tu y vas souvent ? Et est-ce qu'il faut absolument s'imprégner de la culture peut-être suédoise, qui doit être, j'imagine, un peu différente, sans rentrer dans les clichés, bien sûr ? Non, c'est effectivement différent. Pour le coup, j'y étais lundi en Suède. J'y suis rentré mardi matin. Hier, j'étais en Belgique pour revenir sur le partage de mon agenda. J'ai vécu en fait 4 ans avec ma famille en Suède dans le groupe Ericsson, l'objectif c'était de comprendre la culture suédoise, mais surtout la façon de penser du groupe Ericsson, ce qu'on appelle la corporate culture, ce qui est très intéressant. C'est vrai que ça permet de comprendre comment est-ce que les décisions sont prises, quelle est la perspective au niveau groupe, où le temps de décision est beaucoup plus, on va dire, long, ce qui regarde sur le long terme, et aussi de nouer des relations en fait essentielles pour mon métier aujourd'hui. Alors, j'ai vu... On a l'impression qu'on ne trouve pas beaucoup d'interviews, de portraits de toi ces dernières années, comparé à beaucoup de dirigeants qu'on a reçus ici sur ce plateau. Alors, tu es plutôt un dirigeant discret, c'est fait exprès ? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fait, j'ai passé la plupart de ma carrière aux US ou en Suède. Donc, donc il faudrait aller regarder sur des médias américains. Ça, c'est un. Deux, ça ne m'intéresse pas forcément de mettre Christian Léon en avant, on va dire, sur des sujets, parce qu'en fait,
il y a énormément de sujets, c'est pas moi qui fait ou qui ai les connaissances, ce sont les équipes derrière, donc ça m'intéresse beaucoup plus de porter un sujet d'une personne qui a fait une différence ou une équipe. Voilà, c'est mon style de management. Voilà. Donc ça va rester. Voilà. Ah, ça va pas changer, non. Ok. Alors, est-ce qu'il faut être une personne, enfin, faut être très branché tech ou pas quand on est à la tête d'une boîte télécom? Bon, alors après, voilà, connaissant mon profil, je pense que c'est essentiel de comprendre les fondamentaux de ce qu'on construit et de la valeur que l'on crée. Au final, tu regardes le groupe Ericsson, c'est 100 000 personnes, 105 000 personnes avec à peu près 30% des ingénieurs qui font de la R&D. Si on ne comprend pas les fondamentaux de ce qu'ils font au jour le jour, de la valeur qui est créée, on va dire des contraintes et des solutions, je pense que c'est difficile d'être crédible vis-à-vis de nos partenaires, de nos clients et aussi en interne. Est-ce que tu arrives encore à être émerveillé d'ailleurs par la tech en 2023? Alors la réponse est oui. Alors déjà, avant juin, de par mon poste précédent, justement, j'avais en charge toutes les équipes technologies sur l'Europe, l'Eurasie, l'Amérique latine. Donc ça me permettait d'avoir en fait une équipe qui me donnait énormément d'infos. Mais en fait, c'est de la curiosité. Et ça, je pense que, ça revient encore à mon fichier Excel de répartition du temps. J'ai gardé, on va dire, une certaine quantité d'heures pour continuer à m'informer. Et ça, c'est plus de la curiosité. Voilà. Par exemple, il y a un blog Ericsson qui est publié toutes les semaines avec des sujets très high-tech que je m'efforce de lire toutes les semaines. Et en général, je ne comprends pas, donc j'appelle des gens pour essayer d'avoir un petit peu plus de comprendre. Alors, on a trouvé des photos de toi à Rome, dans une salle d'escalade avec des collaborateurs. Alors déjà, pourquoi l'escalade? Et après, pourquoi le faire avec ses collaborateurs? Alors là, pour le coup, ça revient exactement à mon style de management. Donc, ce sont mes équipes précédentes. Rome, je crois que le sujet, c'est tous les chemins mènent à Rome. Donc, c'est la première fois que je rencontrais mes équipes physiquement. En présence, parce que je suis arrivé pendant le Covid dans mon poste précédent, en janvier 2020. Donc, je n'avais jamais vu mes équipes qui étaient à travers le monde. Et donc, on s'est réunis pour la première fois à la fin du Covid à Rome. Et donc, c'est la personne qui était dans mes équipes en charge de l'Italie et de toute l'Eurasie qui a organisé l'événement. Et un des thèmes, c'était de se dire, c'est juste à côté du Colosseum. Et un des thèmes, c'était de se dire, on va aller aussi comprendre, visiter des musées, mais regarder en fait la culture. Voilà. Donc ça, c'était le thème à Rome. À Paris, ça, c'était la deuxième réunion d'équipe. Là, c'est la personne en charge des équipes en France dans mon organisation, qui est un sportif avéré, et qui nous a dit, on va faire de l'escalade. Je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, moment très intéressant parce qu'en fait, il y a en fait je crois qu'il était champion du monde d'escalade, qui est venu en fait nous expliquer sa façon de gérer les risques, sa façon de se préparer. Et du coup, en fait, en équipe, on s'est aussi préparé, on a appris des techniques. Voilà, donc c'était aussi une façon très concrète de créer du lien dans les équipes. D'ailleurs, tu en fais toi du sport à côté, parce que alors pareil, pratiquement tous les dirigeants qu'on reçoit sont des mordus de sport. Non. Alors, peut-être d'un point de vue personnel, en fait, j'ai 4 enfants qui sont toujours assez jeunes. Donc, je passe énormément de temps avec ma famille. En termes de sport, c'est plutôt de l'entretien plus que des sports extrêmes. Si j'ai le temps, j'aime bien faire des sports nautiques. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce temps, comment on s'organise quand on est DG comme ça d'une très grosse boîte? On s'organise. Il y a une chose importante, c'est quand je suis en famille, en général, le téléphone n'est pas posé à côté de moi. En général, il est posé quelque part dans la cuisine et il est en mute. J'essaye de compartimenter. Par contre, le contraire, c'est quand je travaille. Donc voilà. J'essaye de prendre la plupart de mes week-ends. Voilà. C'est déjà très bien. Et je parlais des collaborateurs avec qui tu faisais du sport tout à l'heure. Est-ce que aussi, d'ailleurs, tu es peut-être particulièrement proche ou pas des ingénieurs, des profils tech Est-ce qu'il y a un lien un peu plus fort peut-être en tant que... Oui, alors après, le risque, c'est justement de créer une équipe à son image et de se retrouver en fait avec que des ingénieurs qui ont fait la Marine nationale. Pour le coup, c'est pas le cas, mais et ça...
C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais aux US, dans mes carrières précédentes. En fait, j'avais des profils, je ne le savais pas, en fait, des profils de non-ingénieurs dans mes équipes. Et je trouvais que c'est très intéressant, leur perspective, leur façon d'apporter des sujets que vraiment, on va dire, d'une façon différente de penser que... Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient un background différent. Et là, je me suis rendu compte que c'est vraiment essentiel dans une cohésion d'équipe d'avoir, on va dire, de la diversité, mais surtout en fait en termes de diplôme, d'études ou alors de passer, voilà, pas juste des ingénieurs. Parce que là, on a un risque, c'est qu'on va tous réfléchir de la même façon, ce qui n'est pas forcément la meilleure. Voilà. Alors, tu as fait une partie de ta carrière, tu disais, aux Oui. États-Unis. C'est ce que tu aimerais, justement, diriger peut-être une filiale peut-être américaine d'une boîte française ou une boîte américaine? Est-ce que ça te plairait? Oui, mais c'est pas forcément. Alors là, comme je viens de prendre mon poste en juin, c'est pas forcément la première chose à laquelle je réfléchis, pour être honnête. Il y a après, on m'a souvent posé la question, on va dire, la façon de travailler aux US, la façon de travailler en Suède, la façon de travailler en France. Alors, pour le coup, c'est différent. Je pense que c'est important. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Enfin, voilà, il y a des points complètement différents. C'est important de savoir s'ajuster, mais c'est aussi important de garder, en fait, voilà, la personne que je suis en termes de leader, en termes de DG, reste la même, mais avec des ajustements par rapport à la culture derrière. Mais travailler dans un écosystème en France, aux US, en Suède, ça m'a énormément plu. Après, il y a des nuances. Ouais. C'est pas le même management, c'est pas le même Christian. Oui, enfin, après, on reste... Non, il y a les fondamentaux restent. Le style, on va dire, assez direct, la transparence, ça change pas. Ouais. Alors, et d'ailleurs, j'ai lu que tu pensais en anglais parce que ta femme est américaine. Ah, oui. Oui. Eh ben oui. Est-ce que tu parles anglais au bureau ou pas avec des collaborateurs? Oui, et puis déjà, donc à la maison, je parle en anglais. Alors, ok, bon, pour l'anecdote, dans un milieu professionnel, je pense en anglais et je traduis en français si la conversation est en français. Dans un milieu familial, je pense en français. Et voilà, donc après, c'est à voir si je traduis ou pas. Parce qu'il y a un peu, voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses d'ailleurs que l'anglais, ça ne devrait pas être la langue un petit peu parlée par tous quand on est dans une multinationale? Est-ce qu'on doit encore parler français? Ouais. Alors, déjà, je pense qu'il y a une nuance, c'est qu'en fait, l'anglais qu'on utilise dans un contexte, on va dire, multinational business, c'est plus de l'anglais, en fait. C'est du English business. Donc, il y a énormément de termes. C'est plus de l'anglais, c'est plus de l'américain. C'est assez spécifique. Ça permet de se comprendre, ça fonctionne relativement bien. Après, voilà, quand on travaille en France, on parle 80% du temps en français, ce qui est normal. Hein. Voilà. Et est-ce que tu t'es là fixé des objectifs? Ça fait quelques mois que tu es DG. Tu as des objectifs peut-être pour aller la première année sur un fichier Excel? Non, alors non, je n'ai pas écrit. Oui, alors c'est en fait quelque chose que j'ai écrit. C'est en fait avec ma chef. On s'est mis d'accord. Voilà les objectifs sur les 12 prochains mois. Bon, il y a les objectifs, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais en termes c'est aussi de changer la culture, d'adapter la culture dans mes équipes. Sur les géographies, et ça c'est avec des choses concrètes sur les 12 prochains mois. Ouais. Et est-ce qu'on peut changer justement la culture, tu disais, d'une très grosse boîte? Est-ce que ça ne doit pas se faire d'ailleurs dès le début? Après, c'est compliqué de la changer. Ça se fait, mais ça prend un temps. C'est pas, on ne change pas la culture sur un mois, sur un an. C'est typiquement des cycles d'au moins 5 ans, ça se fait. Pour le coup, là, si je parle chez Ericsson, on a ajusté certains points de notre culture sur les 5 dernières années. Et c'est en cours et on voit en fait le progrès, mais c'est dans le temps long et c'est pas quelque chose qu'il faut continuellement travailler, voilà. Mais ça se fait. Alors tu as dit à plusieurs reprises le mot franc. J'ai remarqué, est-ce qu'un DG ça peut toujours être franc? Moi, je pense que c'est important de créer une relation de confiance avec ses équipes. Donc, si on est toujours dans la nuance, sans être clair, je pense qu'on ne peut pas créer des relations de confiance. Il y a des choses, il y a des fois, on ne peut pas le dire. On peut aussi dire qu'on ne peut pas le dire. Voilà. Il y a des fois, il faut savoir dire, voilà, c'est une information que je ne peux pas partager ou c'est une information que je n'ai pas. Voilà. Oui, après, donner un temps, une explication. Mais par défaut, si on peut, je pense que c'est essentiel d'être franc.
Et sur la transparence aussi, tu as pas mal répété. Oui, ce qui est la même notion. Ce qui est lié, est-ce que quand même on peut être transparent à un moment pour tout avec tous les... Est-ce qu'il y a une limite quand même à la transparence quand on est dans un très grand groupe? Alors après, en interne, c'est essentiel de pas perdre, on va dire, du temps à essayer de comprendre les nuances. Je pense que c'est surtout, vu la longueur des journées et la charge de travail, je pense que c'est important d'être assez direct. En restant, voilà, c'est un aspect professionnel, sans heurter, voilà, il faut rester sur des choses, mettre des nuances si nécessaire, mais en restant transparent. Encore une fois, si on perd la relation de confiance, à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir des cohésions d'équipe, d'avoir en fait des équipes qui travaillent tous dans le même but. Et allez, ça fait pas longtemps quand même que tu es là-bas, mais est-ce que tu as déjà un super souvenir en ces quelques mois De en France ? Oui, d'Ericsson en France. Est-ce que j'ai un super souvenir d'Ericsson en France? Alors, on a fait une première réunion d'équipe pour souder les équipes. C'était en Champagne, au mois de juillet. C'était un super souvenir. Voilà. Magnifique, la Champagne. J'y avais jamais été. Là, tu fais Tahiti, la Champagne, je vois que voilà. Oui, enfin, ouais. On a Un peu plus proche quand même, la Champagne. Oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à toutes ces questions sur ta vie. Et puis, on va pouvoir passer à la séquence, l'interview chrono. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais tu portes le même nom, tu as un homonyme qui est un champion de moto. Est-ce que tu fais de la moto? Pas du tout. Dans les années 70, oui, on m'en a parlé. Alors, est-ce que tu utilises ChatGPT? Non. Pas du tout, ni Non. au travail, ni dans la vie. Non, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je pense qu'il y aura des cas d'usage, surtout en termes d'assistant personnel. Pour l'instant, non. Est-ce que tu parles une autre langue que l'anglais? Malheureusement, non. J'ai appris en fait l'allemand. Je parlais relativement bien en allemand, mais j'ai tout perdu. Voilà, c'est triste, mais c'est le cas. Alors, tu es un peu dans la connectivité 5G. Tu es plutôt allé travailler sur téléphone, PC, tablette. Tu as tout. Plutôt PC, après en téléphone, parce que en termes on va dire de mobilité, mais le plus possible sur PC. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire? Française. Oui. Alors là, j'en ai plein plutôt côté américain qui parle français. Allez, tu peux. Allez, c'est une personne pour laquelle j'ai travaillé quand j'étais aux US avec Ericsson, qui est maintenant chez un groupe qui s'appelle Verizon. C'est un opérateur de télécom aux US et s'appelle Rima Qureshi. Elle est d'origine québécoise. C'est vraiment une personne que je respecte énormément et qui a une carrière vraiment impressionnante. Alors, est-ce que tu es plutôt bureau ou alors télétravail? C'est un vrai sujet dans mes équipes. Alors en fait, pendant plusieurs années, j'étais plutôt télétravail parce que, de par mon poste précédent, maintenant c'est plutôt bureau. Ça me permet aussi de rencontrer mes propres équipes. Donc voilà. Mais je pense que la balance entre les deux est intéressante. Mais il faut passer du temps au bureau parce qu'il faut passer quand même du temps pour se voir. Et l'application que tu utilises le plus? Teams. D'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, pas forcément. C'est plutôt WhatsApp ou des choses comme ça. Et alors, tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn. J'ai pas TikTok et j'ai pas Instagram, donc voilà. C'est réglé. C'est réglé. Bah, écoute, merci beaucoup Christian d'avoir joué le jeu et d'être venu répondre à toutes nos questions. Et ben, merci à vous d'avoir regardé cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.